Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Le Point. Le Point est une émission consacrée au survol de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale en compagnie des confrères avec qui nous allons passer une heure de temps pour décortiquer les principaux sujets que nous avons retenus pour cette émission. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Fabrice Pétiesi, directeur de publication du journal Le Libéral. Fabrice, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Également sur ce plateau, Zeus Aziadouvo, directeur de publication du journal Liberté. Zeus, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir les échanges avec ce reportage. Nous savons que du 2 au 7 novembre prochain, le Togo va organiser un sommet sur la sécurité maritime et le développement. Qu'en est-il concrètement? Nous allons suivre ce reportage et tout juste après, nous reviendrons avec les invités pour les échanges. Le Togo se mobilise pour la réussite du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. À seulement quelques mois de ce grand rendez-vous continental, la présidence du Togo a tenu à présenter à la presse les défis à relever pour la réussite du dit sommet. Nous pensons que c'est d'abord très positif pour le Togo parce que, comme vous le savez, le gouvernement togolais a beaucoup investi pour lutter contre la piraterie maritime sur nos côtes. Donc le port de Lomé est l'un des ports les plus sécurisés de la région et raison de plus que quand nous avions introduit ce sujet à l'ordre du jour au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le Togo a été choisi d'abord par son exemplarité à assumer la sécurité des ports. Tous les bateaux qui sont au port de Lomé ne sont pas destinés forcément au port de Lomé. Il y a bien sûr des bateaux qui vont pour les pays de la région, mais parce que le port de Lomé est l'un des ports les plus sûrs, le Togo est légitimement qualifié à organiser ce sommet de l'Union africaine. Le sommet va plus s'apaisantir sur les questions de sécurité maritime, compte tenu des nombreuses attaques perpétrées sur le golfe d'Aden et celui de Guinée. Ces dernières années, l'Afrique a été victime de 205 attaques de pirates. En plus de cela, viennent s'ajouter d'autres maux comme la pêche illicite et la pollution de l'environnement marin. Les autorités togolaises veulent donc qu'à l'issue de ce sommet, une charte sur la sécurité maritime puisse naître. Elle permettra de réguler, entre autres, les activités en mer. La stratégie essentielle, c'est celle du lobbying, comme font tous les États. Donc nous sommes en discussion avec nos partenaires et avec certains pays africains, avec certaines communautés économiques régionales comme la CEDEAO. Nous travaillons beaucoup plus avec ces communautés pour que chaque communauté, comme la CEDEAO, la CEEAC en Afrique centrale, la SADC en Afrique australe, puisse convaincre les pays qui sont membres de ces communautés à adopter au soir du 7 novembre la charte de Lomé. 38 pays africains partagent la façade atlantique. Il est donc nécessaire, selon les autorités togolaises, qu'une charte soit ratifiée le plus tôt possible pour faciliter le trafic maritime et promouvoir surtout une économie bleue. Voilà, de retour sur ce plateau, Fabrice Pétiesi, les autorités togolaises, particulièrement la présidence du Togo, a levé un pan du vol sur l'organisation de ce sommet qui s'annonce dans quelques mois. Alors, de manière générale, le Togo s'attaque à un sujet sur la sécurité maritime. Est-ce important, d'après vous, en tant qu'analyste, journaliste? Oui, bon, je crois qu'au vu des explications par rapport aux enjeux que représente la sécurité maritime, on peut dire que c'est un sujet important puisque c'est lié en grande partie à l'économie du Togo et bien d'autres pays également de l'Afrique et de par le monde. Puisqu'on nous parle de l'import-export en commerce, donc 90% passe par la mer, donc cela voudrait dire que c'est important. Et quand on relève également le taux d'attaque des pirates sur la mer également, on comprend que c'est un sujet important et qu'il faut prendre à bras le corps et effectivement résoudre ce problème-là. On parle d'une charte qu'on pourrait ratifier au niveau de Lomé à l'issue de ce sommet qui aura lieu en novembre. Je crois que c'est un très grand enjeu, c'est pratiquement un sommet de l'Union africaine puisque le Togo a accueilli un sommet ordinaire le tout dernier de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 2000. Cette fois-ci, c'est pratiquement tous les pays également qui sont attendus. On parle de près de 5000 invités. C'est un grand travail qui attend le Togo, surtout quand on prend la question des infrastructures au niveau des hôtels et tout cela. On peut se poser la question de savoir si le Togo pourra relever le défi. Sur ce point-là, c'est vrai que par rapport à 2000 aujourd'hui, on a plus de bonnes routes qu'il y a
quelques années, mais sur le plan infrastructure hôtelière, je crois qu'on a un peu reculé avec l'hôtel de février qui n'est pas fonctionnel. Bon, c'est vrai que les travaux ont commencé. On espère que jusqu'au rendez-vous de novembre, l'hôtel sera prêt pour accueillir tous ces invités-là qui seront là. Donc, de façon globale, je crois que c'est un sujet quand même important, même si on estime que sur la terre également, il y a des problèmes, puisque en réalité, les pirates qui attaquent sur la mer, ils ne surgissent pas de la mer, ils quittent la terre pour venir attaquer sur la mer. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut analyser les causes, ce qui pousse les pirates à aller commettre ces actes-là sur la mer. Et ça voudrait dire que le vrai problème se situe d'abord au niveau de la terre. Voilà, c'est la même lecture de la situation que vous avez? Oui, bon, effectivement, j'ai suivi avec intérêt la conférence de presse et je me pose la question de savoir depuis quand les chefs traditionnels sont devenus des journalistes. On a vu des hauts gradés avec leur médaille devenus des journalistes de ce contrat parce que, à ce que je sache, l'invitation que nous avons reçue, c'était pour une conférence de presse. Et quand on dit conférence de presse, le mot est la presse qui est le mot-clé, donc c'est pour les journalistes. Donc, finalement, on a vu monsieur et madame tout le monde. Donc on ne sait plus qui est journaliste, qui est ministre, qui est officier. C'était peut-être compte tenu de l'ampleur. Donc au lieu qu'on nous parle de conférence de presse, qu'on nous dise conférence solennelle sur la sécurité maritime, en ce moment, nous les journalistes aussi, on est là pour couvrir, pour avoir des informations, tout comme les autres citoyens. Mais quand on dit conférence de presse et puis on voit tout ce cinéma-là, il y a un problème. Bon, c'est juste une observation. Maintenant, à ce qui concerne la sécurité maritime, il faut reconnaître que c'est une préoccupation de l'heure. Donc, un peu partout dans le monde, les gens sont préoccupés par la sécurité maritime parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui par le biais de la mer. Donc, quand sur la mer, il n'y a pas de sécurité, ça va être très difficile d'approvisionner les différents États. Donc, il est normal qu'il y ait de la sécurité sur la mer. Donc, je crois que ce qui est en train d'être fait par le Togo, c'est bon. Il faut savoir que comme c'est la priorité de l'heure, le Togo en profite pour donner l'impression on est prêt pour organiser la conférence. Effectivement, ça va apporter beaucoup de choses au pays. Peut-être sur le plan image, ça va enjoliver un peu l'image du pays. Ça va permettre aux petits commerçants, même au bord des routes, d'avoir quelque chose parce que les gens vont venir, des journalistes vont venir des autres pays. Donc, il y aura un peu de mouvement pendant cette période-là. C'est une bonne chose parce qu'un pays qui vit doit s'ouvrir sur le monde. Le pays ne doit pas rester en otage. Donc, ce qui est fait, c'est bon. Maintenant, la question reste posée. Est-ce que nous avons les infrastructures adéquates pour, surtout sur le plan hôtelier, pour accueillir nos hôtes? La question reste posée. Oui, nous avons quelques routes. Nous avons quelques routes, mais il y a aussi des routes qui sont dans des états défectueux. Quand vous prenez par exemple les pavés de baie, c'est horrible en saison. Mais ils sont en train d'être non, les pavés sont toujours là. Pour le moment, il n'y a aucun projet, ce que je sache, il n'y a aucun projet concernant ces pavés-là, alors que nous sommes en pleine ville. Donc, j'espère que d'ici là, des efforts vont être faits aussi, parce que quand les gens arrivent, ce qui est extraordinaire, c'est que entre l'aéroport et le pont, pas forcément par baie, à moins que le jour-là, on mette l'hélicoptère pour transporter les gens, pour atterrir au port de Lomé. Voilà. Alors, Fabrice, même au-delà même de cette organisation, il y a une question très importante, la ratification de cette charte, parce qu'on dit que l'Afrique ne possède pas de charte sur la sécurité maritime. C'est vraiment important. Donc, le Togo doit jouer gros lors de ce sommet. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un enjeu important et ça va être un peu la cerise sur le gâteau parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour ratifier une charte, il faut vraiment beaucoup faire. Je crois qu'il faut pratiquement un tiers des pays membres. Et aujourd'hui, il y a 38 pays qui s'ouvrent sur la mer. Et bon, c'est vrai que c'est ahurissant d'apprendre qu'il n'y a pas un texte comme cela qui réglemente tout ce qui se passe d'un pays à un autre et au niveau des eaux. Donc, c'est important d'en arriver à cette charte-là. Bon, maintenant, qui dit charte, il faut voir le contenu et voir qu'est-ce que les États, les uns et les autres peuvent en dire. Et je crois que c'est un grand défi par rapport à la rencontre de Lomé.
ce n'est pas un acquis que la charte sera ratifiée, mais les autorités togolaises espèrent qu'elles pourront faire le lobbying nécessaire pour pouvoir parvenir à cette résolution-là qu'on appellera sans doute la résolution de Lomé en ce qui concerne la gestion sur le plan maritime. C'est 53 pays à convaincre, hein, c'est pas facile. Non, je crois qu'il y a un lobbying qui est fait au niveau de l'UIA, donc c'est un travail qui a commencé depuis, donc les gens vont arriver pour quand même donner corps à cette charte-là. Aujourd'hui, les réalités internationales imposent aux Africains de s'inscrire un peu dans la dynamique normale. Cette dynamique normale suppose qu'il y ait une charte. Donc nous espérons que cette charte va être élaborée et puis va être après tout ratifiée par tout le monde. Vivement qu'il n'y ait pas, on espère qu'il n'y aura pas des choses qui vont intervenir dans la charte qui vont empêcher certains pays de signer, parce qu'en Afrique, on se connaît, c'est depuis plusieurs années qu'on nous avait dit qu'en 2000, l'espace CEDEAO aurait une monnaie, zone CFA et les autres pays, les pays de la CEDEAO devraient avoir une monnaie unique à l'échéance 2000, nous sommes en 2015. Donc rien n'a été fait. Maintenant, on a encore prorogé pour aller à 2020. On attend de voir. Donc l'essentiel, ce n'est pas de venir faire les conférences, porter les meilleures vestes, confectionner chez Giorgio Armani, prendre les meilleures chaussures. On vient, on fait les discours, on signe on mange, on en profite aussi pour faire l'autre vie. Et puis après, ça finit. L'essentiel, c'est qu'on puisse quand même aboutir à cette charte-là, parce que c'est important dans les autres pays, surtout au niveau de l'espace UE. Il y a des tests qui régissent le domaine, donc il faudrait que les Africains cessent d'être toujours à la traîne, de pouvoir faire des choses normalement. Donc parce que j'ai une fois suivi un film sur la piraterie maritime. Il faut dire que c'est horrible. Donc des gens qui s'organisent pour aller prendre ou bien attaquer des bateaux en haute mer. Donc il faut savoir qu'il y a une véritable menace. Maintenant aujourd'hui, le ministre l'a bien dit, il y a beaucoup de bateaux qui sont venus chez nous, le port de Lomé. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous dit pas combien ces bateaux-là qui viennent utiliser notre... Il faut comprendre que tous ces bateaux n'étaient pas destinés au Togo. Ah oui, mais ces bateaux ne sont pas destinés au Togo. Mais quand on dit que nous avons la sécurité, c'est pourquoi les gens viennent chez nous. Maintenant, quand vous venez profiter de notre sécurité, c'est que nous mettons des moyens pour avoir cette sécurité-là. Maintenant, il faudrait que ces bateaux payent. Nous savons que ces bateaux payent. Maintenant, où vont ces paiements? La question est posée. Nous savons que ces différents bateaux payent quotidiennement. Donc il faudrait que des informations soient données sur ces bateaux qui stationnent. Et ça va aussi permettre aux citoyens de se dire, ok, même ça va nous amener tout le monde à contribuer à cette sécurité-là, parce que ça nous apporte de l'argent, ça nous rapporte de l'argent, mais ne rien dire, il y a quand même un problème. Voilà, Fabrice, vous avez la même lecture aussi que lui. Oui, il faut dire que... En réalité, par rapport à c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux au-delà des enjeux économiques. Il y a également la question liée à l'environnement et puis au niveau de la licéité de la pêche. Voilà, la pêche illicite. Tout cela, je crois que c'est des éléments. Et c'est vrai qu'avec la sécurité que le Togo brandit, naturellement, quand un navire vient mouiller dans vos eaux, ça doit forcément avoir un coût. Et donc, on espère tout simplement que par rapport à ce qu'on gagnait avant, les investissements que le Togo a fait en ce qui concerne les dispositions à prendre pour cette sécurité-là, ça doit forcément régénérer des sous. Ça, c'est clair. Ça ne va pas être un cadeau. Voilà, je vais proposer peut-être de revenir un peu sur cet aspect de cette conférence. On a parlé de conférence de presse organisée par la présidence, mais on n'a pas vu le patron de l'UE. La question, la situation a choqué un peu la presse togolaise qui s'est posé autant de questions ou à l'autre président de la République, alors qu'une conférence de presse se passe à la présidence. Fabrice, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, c'est vrai que lorsque notre rédaction a été jointe par la présidence, on nous a dit que c'est le chef de l'État qui donne une conférence de presse. Et c'est vrai que moi personnellement, je n'avais pas l'invitation. C'est à l'entrée de la présidence
chacun a pris son invitation. Et là, à l'intérieur, c'est écrit: la présidence de la République vous invite pour une conférence de presse. Donc, on se dit que naturellement, ça ne peut qu'être le premier responsable de la maison qui sera face à la presse. C'est vrai que d'entre deux jeux, il y a eu quand même un élément qui nous a vite ramené sur terre, puisque les derniers sièges dans la salle étaient occupés par les journalistes, et puis au devant on avait les autorités politiques, les membres du gouvernement, les officiers, les directeurs généraux et autres. Donc la presse pour notre conférence de presse la presse était plutôt obligée d'occuper les derniers sièges. Bon, peut-être qu'on attendait de nous juste qu'on pose des questions, on n'avait pas envie de voir nos images. Voilà. Alors, mais ce qui a été curieux, c'est que bon, finalement le chef de l'État ne s'est pas amené. Mais au début quand même, bon, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à des activités où le chef de l'État est là, il y a certains éléments qui vous alertent, notamment la sécurité. Au début, la sécurité était vraiment rigide. Voilà. On a même demandé aux gens de dégager leur caméra, qu'on ne voulait qu'une seule caméra. Et puis, entre-temps, l'officier qui revient très tendre, qui comprend tout, on autorise tout. Et là, tout de suite, bon, certains ont compris que, on risque de ne pas avoir le chef de l'État, et finalement, on nous a donné raison, puisque c'est le Premier ministre qui a donné... Est-ce que c'est ça la conférence de presse, puisqu'il a juste fait une déclaration. En réalité, la vraie conférence de presse même a été donnée par... le ministre des Affaires étrangères. Pas forcément, lui il a fait une projection, c'est le conseiller maire, Bamouni Baba, c'est lui qui a répondu à nos questions. Et puis, entre-temps, également le ministre des Affaires étrangères qui intervenait pour repréciser certaines choses. Mais ce qui a été un peu aussi curieux, c'est que puisque c'est le chef de l'État qui était annoncé, on s'attendait aussi à une excuse pour dire, bon voilà, pour des raisons liées à tel, finalement, il ne sera pas là. Mais on a fait comme si rien n'était. Voilà. Mais c'est vrai qu'une question est revenue là-dessus, on a tenté de donner une réponse qui n'a pas convaincu. Mais de façon globale, on a compris tout simplement que Faure Gnassingbé, les conférences de presse, c'est un exercice qu'il adore quand il est à l'extérieur du pays. Moi, j'ai eu la chance de le suivre dans un pays où il était très à l'aise, mais il n'a jamais fait cet exercice-là au niveau du Togo. Voilà. Je n'ai jamais compris. On a l'impression que le président de la République n'aime pas la presse locale. Nous, on l'a toujours dit, il vient de donner encore la preuve, parce que au niveau de notre organe, en janvier, en février, non, c'était le 27 janvier, nous lui avons adressé un protocole d'interview où on a posé des questions. Après, on nous avait rassuré, on a encore relancé, on nous avait rassuré qu'il allait nous accorder cette interview pour nous faire ce tournoi-là. Exclusive. Cette interview exclusive qui finalement est devenue comme un rêve dans la panse d'un chien. Donc l'interview n'est jamais sortie, on attend toujours, mais le protocole est déphasé aujourd'hui. Maintenant, à ce qui concerne ce qui s'est passé l'autre fois, il faut reconnaître que c'était une déception, parce que c'était une première fois que le chef de l'État lui-même invite les journalistes à une conférence de presse, et le thème aussi était intéressant, et surtout que ce jour-là, Dieu a beaucoup pleuré, Lomé était inondé, donc les gens voudraient profiter de cette instance pour poser des questions aussi, comme on parle de la sécurité maritime, donc les gens voulaient aussi parler un peu de la sécurité de nos rigoles en posant des questions au chef de l'État, mais malheureusement il n'était pas là, et comme l'a dit Fabrice, aucune excuse ou bien aucune information. Il ne veut pas parler d'excuses, mais on aurait pu nous donner une information précise sur sa non-venue. Et ce qui est un peu bizarre, on avait l'impression que, comme on a dit que c'est le chef de l'État qui organise la conférence de presse, les ministres, au lieu d'aller travailler, tout le monde est parti se bousculer au postillon de la présidence. Et vous voyez, finalement, le chef de l'État n'est pas venu. Je crois qu'on doit commencer à mettre fin à cette tradition au Togo qui veut que quand le chef de l'État veut organiser quelque chose, on voit tous les ministres quitter leur poste pour venir faire acte de présence. Ça ne peut pas. C'est le maître des lieux. Non, c'est le maître des lieux, mais il faudrait qu'on commence à mettre fin à cette situation. Le chef de l'État, il est là. Quand il a, par exemple, un domaine, il veut parler de la presse. Donc, c'est la ministre de la communication. Il veut parler de la sécurité, protection civile. On invite le colonel Yak, c'est lui qui va accompagner le chef de l'État et les conseillers du domaine
dans cet exercice-là. Et maintenant, les autres ministres vont aller travailler, c'est important. Mais quand on dit le chef de l'État se déplace, tout le monde, même il y a des gens qui ne sont pas invités, mais il faut un effort pour aller parce que c'est le chef de l'État qui est invité. Il y a un problème. Et l'autre fois, ce qui est aussi extraordinaire, même nous les journalistes, nous avons mis nos meilleures vestes pour être à la présidence. Je vous assure que les gens ont loué des taxis pour aller à la présidence, espérant que le Brisbane allait être important, mais finalement tout le monde a déchanté. Donc la déception était quand même à tous les niveaux. Donc moi, nous demandons quand même au chef de l'État de faire des efforts, de nous parler souvent. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter sur la sécurité maritime. Il y a beaucoup de sujets qui touchent la vie du pays. Par exemple, la question de l'inondation. On voudrait que le chef de l'État nous invite. On lui pose des questions et il répond. Voilà. Ça aussi, ça va rassurer les Togolais. Ça va mettre fin aussi aux spéculations inutiles. Donc, vivement, que cela se multiplie. Ça se multiplie. Moi, j'ai eu quand même l'occasion de dire à celui qui nous a appelés pour la conférence de presse que sécurité maritime, oui, mais on veut aussi qu'il y ait sécurité dans les autres domaines. Voilà. Par exemple, la sécurité alimentaire avec la crise du maïs actuellement. Voilà. Fabrice, réaction? Bon, disons qu'en réalité, moi, finalement, la lecture que j'ai fait des choses, j'ai l'impression que peut-être parce qu'on était journaliste, on a vraiment mis l'accent sur l'aspect conférence de presse. Mais quand vous voyez le déroulé de l'événement ce jour-là, vous comprenez que c'est écrit sur les invitations qu'on a prises sur les lieux, c'est écrit lancement officiel des travaux du prochain sommet sur la sécurité maritime. Donc, en fait, il y avait ça et la conférence de presse n'est venue qu'à la fin. Alors, on aurait pu dire qu'il y a lancement couplé de conférences de presse. Bon, c'est en cela, je comprends que c'est normal que les membres du gouvernement puissent être là, puisqu'en réalité, on présentait l'événement en même temps, puisqu'il y avait aussi les diplomates et tout ça, là, eux, ils ne viennent pas pour une conférence de presse. Et donc, c'est après, lorsque tout ça a été présenté, maintenant, on a dit, bon, maintenant, on peut poser des questions et autres. Donc, pour moi, je crois qu'il y avait la cérémonie de lancement. Peut-être qu'il y a un problème de communication, alors, parce qu'il fallait dire oui, c'est pour ça que je dis, maintenant, peut-être ça dépend de ce qu'on a dit à chaque invité. Je ne suis pas sûr qu'on a dit aux diplomates, on vous invite pour une conférence de presse du chef de l'État. Mais si nous parlons de notre cas. Oui, non, c'est pour expliquer pourquoi peut-être les autres sont là alors qu'on croyait, nous journalistes, être seuls puisqu'il s'agit d'une conférence de presse. En fait, c'était pratiquement deux événements. Il y avait le lancement de l'événement du sommet lui-même et puis ensuite la conférence de presse. Voilà. À quand la nomination d'un nouveau Premier ministre ou la formation d'un nouveau gouvernement? C'est la question que se pose toute la presse et peut-être même tous les Togolais, tous les citoyens togolais. Et c'est la question que vous posez également. Ça a trop duré. On attend le Premier ministre. Oui, ça fait un mois, un jour que le chef de l'État a prêté serment. Donc, ce qui veut dire que quand on prête serment, on rentre en fonction. Et quand le jour où il a prêté serment, les usages républicains veulent que le Premier ministre rende la démission de son gouvernement. Donc, ce n'est écrit nulle part dans la constitution togolaise, mais il y a ce qu'on appelle les usages. Donc, à l'issue d'une élection, le chef de gouvernement rend la démission de son gouvernement parce que c'est un nouveau cycle, en fait. Parce que quand vous prenez le quinquennat 2010-2015, on nous a dit que c'est sûr, c'est placé pour, c'est un quinquennat de la relance économique. Voilà. Maintenant, quinquennat 2015-2020, on parle du développement social, social. Donc, quand vous prenez même au niveau des thèmes, le Premier ministre actuel ou bien le gouvernement actuel est disqualifié pour conduire un projet qui ne le concerne pas. Voilà. Donc, il est normal que le Premier ministre démissionne et rende aussi la démission de son gouvernement. Donc, je crois que ça a pris beaucoup de temps. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que cela était dû à ces histoires d'investiture qui sont reportées? On parle du 6 les questions, non, il y a toujours des dates qui sont annoncées, mais qui ne sont jamais arrivées. C'est comme, on peut dire, ce sont des élections en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'entre-temps, à l'époque de Babo, voilà, on annonçait des élections qui n'arrivent jamais, donc c'est devenu finalement une expression. Ce sont des élections en Côte d'Ivoire. Pour dire un événement annoncé, jamais arrivé. Donc, bientôt, on nous dira aussi c'est une investiture au Togo pour dire qu'un événement qui est toujours annoncé, mais qui n'est jamais arrivé. Donc, le Premier ministre a pris beaucoup de temps avant de rendre sa démission. On ne sait pas si c'est le chef de l'État
qui lui a donné des instructions fermes, c'est la mode. La question reste posée. Mais finalement, il a fait, aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'il a rendu sa démission. Et, il a su les affaires courantes. Les affaires courantes qui semblent éternelles, il y a un problème. Donc, normalement, le chef de l'État aurait dû nommer rapidement un Premier ministre, et surtout que lui-même, il a placé le mandat là sous le sceau du social. Et les problèmes sociaux ont commencé déjà à se poser, surtout avec les inondations. On en reviendra. On espère bien que dans le journal de 20h, d'aujourd'hui, on va avoir cette fumée blanche. Fabrice? Oui, c'est vrai que ça a pris du temps. Je suis d'accord avec mon confrère. On ne peut pas aujourd'hui parler de retard parce qu'il n'y a aucun délai dans la Constitution qui dit qu'il faut nommer le Premier ministre à telle date. Mais est-ce que la pratique veut quand même qu'au lendemain, parce que les tests l'obligeaient à prêter serment au plus tard 2 semaines après la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Ça, il l'a fait. Mais je crois que la bienséance voudrait qu'au lendemain du 4, le Premier ministre devait rendre sa démission. On n'avait pas besoin de lui demander de démissionner. Ça va de soi. Et effectivement, le chef de l'État, son mandat, c'est pour 5 ans. Et il a été élu sur la base d'un programme. Or, on sait que son programme est exécuté par un chef du gouvernement qui va présenter le programme devant les députés qui valident. Alors donc, jusqu'aujourd'hui, Aoumé Zounou, qui est là intérimaire, on conclut qu'il ne peut rien faire puisqu'il n'a pas le programme qui devrait avoir, doit avoir la feuille de route. Il n'a rien. Donc ça voudrait dire que ce soit lui ou les membres du gouvernement, ils se rongent les droits, ils s'ennuient véritablement parce qu'il faut aller devant les députés et qu'on sache exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Alors 1 mois après, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que Faure Gnassingbé veut faire de son 5e mandat, même si des signaux ont été annoncés au cours de la campagne électorale. Je crois que c'est devant les députés on aura concrètement l'élément là. Pourquoi ça dure comme cela? C'est vrai que Faure Gnassingbé a habitué les gens à cette lenteur dans la prise de certaines décisions. Mais là, je crois que c'est pas un élément vraiment intéressant pour le pays. Comme je l'ai dit, ça ralentit beaucoup de choses. Il faut vraiment... Et maintenant, ce qui est inquiétant, on risque de mettre près de 2 mois pour avoir le gouvernement en entier. Parce que ce qui était plus simple à faire, on ne l'a pas fait. La démission ne devait pas prendre le temps. Ça a pris un temps qu'il ne fallait pas. Mais non, la nomination d'un seul individu qu'on appelle Premier ministre aussi, logiquement, ça ne devrait pas également prendre tout le temps. Ça a pris 1 mois. Mais maintenant, quand le Premier ministre sera nommé et qu'il doit entrer en consultation avec des gens pour former son gouvernement, c'est là-bas, logiquement, on peut mettre un peu de temps parce qu'il faut voir tel et tel. Alors là, mais là où c'est simple, si ça a déjà pris du temps, on s'inquiète parce que prendre 3 mois sur un mandat de 5 ans, juste pour mettre en place un gouvernement, je crois qu'on a perdu du temps. Et c'est ça qui fait que parfois, à la fin, on est rattrapé parce que cette élection a été organisée limite. On est pris par le temps et puis finalement, on a l'impression que on a accusé du retard. Je crois qu'il faut gagner le temps en début, surtout quand on a la possibilité de le faire. Voilà, je vais proposer d'avancer. Vous voulez réagir rapidement? Rapidement. Moi, j'estime que quand on va à une élection, on a déjà un planning bien arrêté. Quand je gagne, je nomme Fabrice ou bien mon ami Daniel, Premier ministre, telle personne peut-être ministrable. Donc, on a déjà un plan. Donc, ce qui veut dire que même après la période de serment, Aoumé Zounou rend sa démission, s'il voudrait nommer notre Premier ministre, il le fait après 24 heures. 3 jours, 1 semaine au plus temps, on a un nouveau gouvernement pour un nouveau chantier. Mais malheureusement, on attend toujours. Et peut-être il est possible qu'on ait la fumée blanche. Oui, mais le souhait, au même moment où on était impatient d'avoir les résultats de l'élection du 25 avril, c'est de la même manière également. Les Togolais veulent clore tout et voir qui fait quoi exactement. Voilà, je vais vous proposer, chers invités, d'avancer un peu dans les échanges avec ce sujet. Il s'agit de l'arrestation de notre confrère Bounero Lanson qui a été traduit devant la justice le vendredi. Il a été emprisonné, il est toujours en prison. La question divise plus d'une personne. Qu'est-ce que vous dites de manière générale? Parce que nous avons cru entendre que ce vendredi, il était devant les tribunaux, histoire d'obtenir une libération provisoire, mais elle n'a pas été effective, c'est là. Oui, aujourd'hui, il était devant les juges et au cours de l'audience, le juge a demandé que le dossier soit
renvoyer en instruction. Donc quand on dit renvoi du dossier en instruction, ce qui veut dire qu'on va tout reprendre. Donc l'avocat en a profité pour demander sa mise en liberté provisoire, surtout que le dossier va être renvoyé en instruction. Donc on va reprendre plus ou moins la procédure, donc de lui accorder cette liberté provisoire. Si on a encore les éléments, on peut venir le chercher et le mettre là où on sait mettre les gens au Togo, mais malheureusement, cette doléance de l'avocat n'a pas été acceptée. Donc on a l'impression que les gens veulent que Bonero reste là-bas. Donc les gens sont dans une logique de le punir. Et moi j'estime qu'on ne doit pas continuer à jouer avec la vie de quelqu'un. Il y a les lois de la République. Et donc s'il y a des procédures qui sont là, il faut les respecter. Permettre aussi aux citoyens de bénéficier de ces mises en liberté provisoire, liberté conditionnelle, etc. Parce qu'aujourd'hui, on passe à temps de la surpopulation carcérale. Et donc, la première solution qui est souvent avancée, c'est la question de désengorgement qui passe peut-être par les libertés conditionnelles, les libertés provisoires. Mais on a l'impression qu'au Togo, envoyer quelqu'un à prison, c'est facile maintenant pour y sortir. Pour en sortir, c'est très compliqué et malheureux. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc nous espérons que l'instruction, les choses vont s'accélérer au niveau de l'instruction pour que l'affaire soit jugée une fois pour permettre peut-être à notre confrère de revenir à la maison. Voilà, Fabrice, une réaction sur la situation. Oui, mais je crois que c'est déjà une bonne chose que le procès ait été vite programmé comme cela, parce qu'on a aussi des situations où on ne sait plus si c'est une garde à vue, ou passer assez de temps avant d'aller devant le juge et tout cela. Maintenant, moi, je n'étais pas là ce matin devant les tribunaux pour voir ce qui a été concrètement dit. Mais par rapport à ce que mon confrère dit, bon, maintenant, il faut souhaiter qu'au niveau de l'instruction également, ça ne prenne pas trop de temps et que l'affaire soit vite tirée au clair pour que le confrère retrouve sa liberté. Donc, je crois que c'est beaucoup plus là. Mais au-delà de tout, c'est vrai que la justice est là, mais bon, je ne sais pas s'il n'y a pas une possibilité, puisque j'aurais appris que c'est une affaire qui le concerne avec le ministre de la Sécurité, le colonel Yard. Bon, je n'en sais pas. Aujourd'hui, la justice a fait comprendre que c'est entre sa fille et maintenant, c'est plus entre le ministre qui porte plainte, que c'est la fille du ministre qui porte plainte. C'est la fille du ministre qui porte plainte maintenant. Oui, bon, d'un individu à un individu, je ne sais pas si, en attendant que la justice se progresse dans ce dossier-là, s'il n'y a pas possibilité peut-être de régler cette affaire à l'amiable, ça aussi, ça existe. Je crois qu'on est des humains et on pourra s'entendre. C'est une piste qu'on pourra également explorer. Effectivement. Voilà, vivement qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible à cette situation. Je vais vous proposer, chers invités, d'aborder à présent ce volet, le volet social. Nous savons depuis quelques jours des pluies torrentielles s'abattent sur la capitale Lomé et bien dans bien d'autres villes du Togo. Nous allons suivre ce reportage pour voir les dégâts qu'ont occasionné ces pluies d'olivier. Des routes immergées, des lagunes sorties de leur lit, des maisons et ateliers inondés comme ici par exemple, les habitants crient leur ras-le-bol tout en s'attelant à l'évacuation de l'eau. Voilà les conséquences de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé pendant plusieurs heures à ce deuxième jour du mois de juin, mois dans lequel l'on remarque l'abondance de la pluie. Enu ke dzoegbea esi ke le jaso mate kaka zan doa esi odo kome nami jema home keke edo emi so tokale kwa me epopo emi le kaka ega me bado fifia enti egbe si avenya eti korira mi no ponu awon nami lo de lo mla keke mi afo esi pe bado mi le kaka home watu mi po sima ko mi la keke mi ma home kfie ke mi socialo mi mo no mi fo ko la batiji mi pasi kaka lu patiko mi ma no mo do kutogba mi ba ko na mi la. Ce phénomène a bloqué l'activité journalière de certains citoyens. Pourtant, des égouts et caniveaux sont construits pour répondre à d'éventuelles situations. Du coup,
D'aucuns parlent d'inadaptation des travaux. Je dirais qu'on prenne les égouts là en compte et puis qu'on les désengorge un peu. Parce que d'abord je dirais que les égouts ne sont même pas adaptés à la situation. Ce qu'on a vu ici aujourd'hui, si ça peut persister, nous aurons dire qu'on aura l'inondation dans tous les quartiers. La pluie de ce matin a aussi touché le secteur du commerce. Conséquence, paralysie totale des activités dans certains marchés de la place. Ici, des étalages arrangés sous des tentes ou dans l'eau. Les parasols restent pliés devant les boutiques. Ceux qui viennent pour vendre font face à une morosité d'activité commerciale. Il y a quelques semaines, Lomé était sous pression d'une forte chaleur indisposant les uns et les autres. Visiblement, la pluie de ces dernières 24 heures aurait causé plus de dommages au-delà de la fraîcheur qu'on attendait d'elle. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point Fabrice Pétizi, directeur de publication du journal Le Libéral, et Zeus Aziandouvo, directeur de publication du journal Liberté. Chers confrères, on vient de suivre le reportage. Ça s'est réparti avec les pluies, les pluies qui causent d'énormes dégâts, Fabrice. Oui, c'est vrai que c'est surprenant qu'une seule pluie puisse entraîner des dégâts pareils, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup plu, mais il n'a pas plu 24 heures d'affilée ou 3 jours d'affilée, mais les dégâts sont énormes. Je crois vraiment qu'il y a eu vraiment assez de dégâts, surtout sur le plan humanitaire, avec la mort d'une petite fille. Je ne sais vraiment pas à l'avance ce que la météo a concrètement dit. C'est vrai que c'est on nous a fait comprendre que la météo n'annonçait rien. On ne parlait pas d'orage. Mais parce que la dernière fois, j'ai constaté que très souvent, quand je suis par exemple France 24, pratiquement après chaque journal, il parle de la météo. C'est maintenant j'ai compris un peu pourquoi dans d'autres pays on accorde une importance à cela que chez nous. Sinon, peut-être que si on savait que la pluie allait être de cette quantité-là, on peut dire à l'enfant de ne pas aller à l'école pour éviter d'avoir le drame qu'on a eu au niveau d'Agbalépédo et tout cela. Mais je crois que c'est des services quand même qu'il faut activer. Ça peut permettre aussi à l'administration, du moins à la municipalité, de prendre certaines dispositions, parce que on peut évaluer la quantité d'eau qui peut tomber dans une ville, dans une capitale comme Lomé, et en fonction de la régularité des précipitations, on peut imaginer les dégâts que ça peut causer. Même si on ne peut pas empêcher, on peut quand même prendre des dispositions pour limiter les dégâts. Parce qu'en réalité, le problème c'est quoi? Lomé, c'est une grande ville où les gens peuvent quitter un quartier où il n'y a pas de dégâts, mais venir tomber dans presque une embuscade tendue par l'eau quelque part. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir par rapport à l'avenir. Et surtout, maintenant c'est terminé, parce que les dégâts, la façon dont l'eau est entrée dans les maisons, c'est des épidémies qui se préparent déjà comme cela. Et là aussi, il faut déjà réfléchir à des situations pour désinfecter certains endroits ou même les domiciles, parce que avec ce qui s'est passé là, si les gens se retrouvent là pour encore y vivre avec les humidités et tout cela, on risque également une épidémie. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre des dispositions. Oui, mais moi je voudrais dire quelque chose, c'est que souvent on parle de prévision météorologique. Donc c'est une prévision, ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Donc c'est une prévision, on va vous dire qu'aujourd'hui il va pleuvoir à Lomé, mais vous allez prendre toutes les dispositions possibles. La nature est là, la science aussi est là, donc personne n'a le contrôle sur la nature, donc c'est pourquoi on parle de prévision. Donc on peut dire aujourd'hui il va pleuvoir, bon les gens vont prendre leurs précautions, donc, mais aller dire que
il va pleuvoir, donc il ne faut pas aller sortir de la maison. Bon, ça va être compliqué, surtout que nous sommes vers la fin de l'année et c'est le moment où les enfants font les examens blancs pour quand même s'aguerrir avant le juillet. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec la jeune fille. Nous en profitons quand même pour saluer sa mémoire et présenter nos condoléances à sa famille parce que c'est dommage, ça s'est déjà passé, on ne peut rien, mais je crois que nous savons chaque temps qu'au Togo, pendant le mois de fin mai, juin, juillet, août, il y a ces gens de pluie. Quelles sont les mesures que nous avons prises pour anticiper ces phénomènes? On ne peut pas tout anticiper, mais on peut quand même minimiser certains risques. On a l'impression que nous sommes souvent attentifs. On attend que la pluie tombe et maintenant c'est après qu'on voit les histoires d'opération. On sait que tout ça là, avec les séminaires, alors qu'on aurait pu prévoir certaines choses pour minimiser l'ampleur des dégâts. Donc ce à quoi nous avons assisté l'autre fois, c'était désolant. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les infrastructures qui sont en construction. Donc on a l'impression que les routes qu'on fait ailleurs sont sous ce d'inondation. On a l'impression que même parfois les routes que nous avons construites sont inondées. Quand vous prenez par exemple la route au niveau de Bourgogne vers Atito de Limousine, quand il pleut, ça devient une lagune sur le goudron. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc une lagune sur le goudron, il y a un problème. Donc je crois qu'il faut aussi qu'il y ait des efforts au niveau des travaux qui sont effectués. Vous vous souvenez, il y a eu une année, il y a eu beaucoup d'inondations dans le quartier au niveau de Bodona. Et il a fallu que les gens crient avant qu'on aille installer des rétentions. Qui ne sont pas tellement grandes. Voilà. Et quand il pleut, ces rétentions de l'Ossi sont débordées. Et finalement, on ne sait plus où est le meilleur endroit. Donc, vivement, il y a aussi, parfois on dit que les gens s'opposent des atteintes inciviques à bouchant les caniveaux. Ça aussi, c'est une réalité. Mais ça aussi, moi, je dis, c'est la démission de l'État parce que les services d'hygiène au Togo ne fonctionnent plus. Les services d'hygiène sont devenus un luxe au Togo. À l'époque, ils sillonnaient les écoles. Voilà, les gens sont formés, mais aujourd'hui, ils sont à la maison. Moi, il y a un journaliste qui est chez moi, il a le diplôme de service d'hygiène, mais il est obligé, il n'a rien trouvé, il est obligé de devenir journaliste, faute de mieux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, les services d'hygiène ne fonctionnent plus. Donc, des fois, c'est ahurissant. Vous vous promenez dans la rue et vous voyez des gens déverser dans la rue les égouts. Il y a un problème. Ils vont ramasser leur puissant, ils déversent, ils raclent tout. On vient déverser toute la beauté de ces puissants-là sur la route avec des odeurs nauséeuses. Il y a un problème. Donc, je crois qu'il y a un travail de fond à faire à tous les niveaux. Même au niveau des citoyens, les gens croient que quand on bouche les caniveaux, on est en train de faire du mal au gouvernement alors que nous-mêmes, parfois, on se fait du mal. Donc, il y a un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Maintenant, quand vous prenez la lagune, je crois qu'il y a aussi des travaux qui ont été faits récemment sur la lagune. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais avec mes yeux de profane, j'ai constaté que le travail qui a été fait au niveau de la rue Maman Garida, je crois qu'aujourd'hui, ça a fait que nous sommes très rapidement de son lit pour se reprendre dans les maisons. Parce que je suis le siège général en m'a dit nous avons été témoins des situations désolantes. Donc, l'eau a quitté les lacunes pour venir se coucher dans les chambres à coucher. Et ce qui est bizarre, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le lendemain, les gens trouvaient mieux d'aller pêcher dans ces eaux-là avec des poissons. C'est aussi la triste réalité. Mais je crois qu'il y a un travail sérieux à faire. Voilà, le gouvernement a commencé avec les campagnes, n'est-ce pas, sur le civisme. Ça fait partie, non, Fabrice, de ces actions
attention à observer, peut-être pour éviter que les caniveaux soient bouchés entre eux. Oui, le message, c'est bien, mais je crois que la peur du gendarme, c'est là que je suis d'accord avec mon confrère. Il faut vraiment mettre sur pied un dispositif tel qu'on l'a fait aujourd'hui avec les casques. Et ça marche. Je crois qu'il faut utiliser une méthode un peu forte comme cela, s'il faut coller des amendes à des gens. Puis c'est bon, c'est devant votre maison quand vous versez des ordures dans les caniveaux et tout ça, et on vous prend. Et donc maintenant, s'il y a vraiment des mesures drastiques, je crois que les gens vont s'aligner plus ou moins et essayer de réduire à cela. C'est vrai que ça seul ne peut pas éviter les inondations, mais ça peut réduire les risques. Et donc je crois que effectivement c'est un problème sérieux, surtout quand on prend la position géographique de la capitale Lomé et certaines villes aux alentours. C'est des zones un peu plus favorables aux inondations. Et vous savez, la nature a ses règles au fur et à mesure que les gens construisent. Il y a aussi le problème d'urbanisation, où est-ce qu'il faut construire, où est-ce qu'il faut faire la route, prévoir les retenues d'eau qui à un moment donné cèdent également, tout ça, parce qu'une fois ça s'est passé du côté d'Agbalépédo, c'était catastrophique. Et donc je crois que c'est vrai que on ne s'est pas vite pris en ce qui concerne Lomé, mais le mal c'est que la capitale continue toujours par s'agrandir sans qu'on ne prévoie des dispositions par rapport au nouveau quartier. C'est vrai que maintenant toutes les rues sont accompagnées de caniveaux et tout cela, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment maintenant prendre des dispositions par rapport à où construire. Et il faut être vraiment rigoureux là-dessus, quoi. C'est vrai que la terre n'appartient pas à l'État, même si vous avez un bas-fond, vous pouvez le vendre. S'il y a un preneur, vous le vendez et lui fait sa maison là-bas. Et puis bon, après on crie au secours et tout cela. Je crois qu'il faut être vraiment rigoureux. Quand je parlais par exemple des prévisions météo, c'est vrai que c'est des prévisions, mais aujourd'hui la science a tellement évolué qu'il y a une certaine marge de certitude. Vous voyez, dans d'autres pays, parfois quand on dit il y a typhon, on déplace la population. Il y en a même qui ne veulent pas partir, mais on déplace. On peut prévoir certaines situations. C'est vrai que pour une pluie, c'est vrai que la probabilité, mais il y a certaines catastrophes naturelles qui sont plus ou moins prévisibles et qu'on déplace même. En temps, on avait vu Lomé, les gens habitent leur maison par saison. Il y a des saisons où ils partent. Et puis l'eau vient aménager et quand la saison sèche arrive, l'eau s'en va, ils reviennent. Et donc ça c'est des situations où, et aujourd'hui avec la route et les caniveaux, certains sont venus même retrouver leur terrain qu'ils avaient abandonné il y a des années. Donc tout ça là, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte pour essayer de limiter cela et surtout qu'on n'ait pas des drames liés à des pertes en vie humaines. Voilà, le Togo n'a pas été le seul pays à être frappé par ces pluies diluviennes, ces inondations. On parle du Bénin et du Ghana voisin, au Ghana, où nous avons après cet incident qui a coûté la mort à une centaine de personnes. C'est vraiment déplorable, hein? C'est vraiment déplorable cette situation. Un désastre, voilà. Ou bien une catastrophe. Les images sont insoutenables. Voilà, c'est dommage, quoi. Hier, quand j'ai suivi le président ghanéen, quand il a visité le site, il était dépassé. Mais bon, c'est la vie. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire c'est déjà arrivé, donc on ne peut plus l'éviter. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de faire en sorte que de telles choses ne se répètent plus, ne se reproduisent plus. Parce que même ici au Togo, quand il pleut, nous avons tendance à rester. Voilà, ou bien parfois, on va même dans les stations d'essence prendre la boisson, tout ça. Maintenant, avec ce qui s'est passé au Ghana, beaucoup de personnes vont se poser des questions. On ne le souhaite pas, mais la prévention est toujours. On ne connaît pas les causes même de l'accident. Jusqu'à présent, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais quand l'explication qu'il donne, c'est que l'eau est rentrée dans le puits, et puis finalement, il y a l'essence voilà, je ne sais pas comment, moi je ne suis pas spécialiste, a monté, et puis finalement, comme il y a des voitures, des motos, voilà, les moteurs surchauffés étaient garés, donc voilà. C'est l'explication qui a été donnée, mais aujourd'hui en écoutant le responsable de la Croix-Rouge d'Accra, il dit ce qui s'est passé est inexplicable, c'est tout ce qu'il a dit, il lui dit qu'ils ont même à leur niveau décompté plus de 130 morts. Voilà. Donc c'est un véritable drame. Encore une fois, on ne peut que partager
c'est le moment de retrouver avec nos frères ghanéens, parce que sûrement, il y a beaucoup de Togolais au Ghana, donc il y aura forcément des familles qui vont être touchées directement au Togo par ce drame. Mais comme je le dis, faisons en sorte que de telles choses ne se reproduisent pas. Mais il faut aussi savoir que ça fait partie de la vie, on ne peut jamais s'en passer. Voilà, Fabrice? Oui, mais ça rappelle un peu la catastrophe naturelle que le Japon a eue, et pas naturelle, mais je crois que c'était lié au tsunami. C'est un tsunami, naturel. Une centrale a cédé. Voilà, Fukushima. Et le drame, c'est vrai que c'est pas la même ampleur, mais c'est un peu similaire comme cela. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir qui fait partie des victimes, qui ne l'est pas, parce que les images qu'on a vues, les gens sont complètement calcinés. Ça va être difficile d'identifier qui est qui. Peut-être qu'il faut essayer de faire un recensement dans la famille pour voir. Parce que jusqu'aujourd'hui, bon, on ne sait pas s'il y avait des Togolais au Ghana, si c'était à ce niveau et tout cela. Mais ce qui est sûr, ça fait un peu peur. Bon, c'est un élément qui s'est passé au Ghana. Maintenant, il faut qu'autour des stations d'essence, on réactive les précautions par rapport à cela, parce que peut-être que ça aurait été plus catastrophique, parce qu'au Ghana, on sait que la plupart des gens vont en voiture, et les émigrants, on n'en voit pratiquement pas, alors que quand on prend Lomé, c'est pratiquement la cap, c'est les émigrants, et quand il pleut, c'est eux qui se retrouvent dans les stations d'essence en attendant que la pluie cesse un peu. Sûrement que là, avec les eaux, c'était mieux d'attendre, puisqu'on ne peut pas rouler comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'égarer. Et ça fait vraiment foi au dos ce qui s'est passé juste à côté au Ghana, et c'est vraiment dangereux, surtout qu'il s'agit d'une station d'essence. Très souvent on dit que bon, peut-être c'est les vendeurs illicites là qui stockent mal le carburant, ça entraîne des drames. Donc ça voudrait dire que au même moment où on est regardant sur ces aspects-là, ce n'est pas parce que la station est bien propre. Il faut vraiment peut-être qu'il y ait des enquêtes pour voir est-ce que les tanks qu'on fout sous-sol pendant des années, pendant combien de temps il faut les remplacer pour éviter que, sous l'effet de l'oxydation, ça puisse céder avec la pression de l'eau. Voilà, nous sommes quand même de tout cœur avec nos amis du Ghana. On leur présente nos condoléances les plus attristés. Nous allons, mesdames et messieurs, aborder la dernière ligne droite de cette émission avec ce scandale qui secoue actuellement la FIFA de révélation en révélation. Nous apprenons beaucoup de choses. On va découvrir ce reportage et tout juste après, on revient avec les analyses. En 2009, cette action a fait le tour du monde. Un contrôle de la main de Thierry Henry qui amène au but de William Gallas. Une main qui qualifie la France pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud au détriment de l'Irlande. Mais un geste qui défraye la chronique et qui devient même une affaire d'État en Irlande. Le match ne sera finalement pas rejoué. Pour éteindre la polémique et éviter un procès, la FIFA aurait acheté le silence de la fédération irlandaise. C'est ce que confirme aujourd'hui celui qui aurait passé un accord avec Sepp Blatter. Cette rencontre entre nous, c'était un jeudi. Et le lundi suivant, l'accord était signé. C'était un très bon accord et tout à fait légitime pour la Fédération irlandaise de football. Par clause de confidentialité, je ne peux pas vous en révéler le montant, mais c'était un paiement à notre fédération et en échange, nous ne portions pas plainte. 5 millions d'euros, c'est le montant avancé par les médias irlandais. Une transaction secrète mais apparemment légale, même si elle s'est faite au détriment de l'éthique sportive. À quelques mois de la compétition, la FIFA aurait voulu empêcher d'éventuelles poursuites judiciaires et éviter de perturber l'organisation d'un événement mondial. Une nouvelle affaire qui ne va pas améliorer l'image de la FIFA, une fédération secouée depuis plusieurs jours par un scandale de corruption sans précédent dans le monde du football. Voilà, retour sur ce plateau, chers confrères, je le disais, la FIFA est secouée par un scandale qui fait tomber les têtes. Oui, la FIFA Gate, ça a commencé depuis le 27 mai dernier et ça continue. Beaucoup de personnes sont citées, il y a des gens qui se renvoient la balle, il y a des révélations qui sont en fait. Moi, pour m'intéresser d'abord à l'élément que vous venez de passer avec la mère de Thierry, on a l'impression que cette mère-là est devenue une malédiction pour la France parce que après cette qualification pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud,
les joueurs ont fait grève, ils se sont comportés exactement comme les éperdus du Togo lors de la Coupe du Monde 2006. Ils ont abondamment défrayé la chronique. Et aujourd'hui, avec la FIFA Gate, revoilà encore la main de Thierry Henry. Je crois que il devrait continuer à regretter cette main-là qui, décidément, a apporté malheur. Maintenant, pour m'intéresser à la crise elle-même, tout est parti de Chuck Blazer, le secrétaire général de la CONCACAF, l'américain. Donc, vous savez, les Américains, eux, ils savent bien faire les choses. Donc, c'est lui qui a joué la plus grande partie du travail. Donc, avec ce qu'on a mis dans son porte-clés, lui, filmait tout, il recevait toutes les informations. Donc, les Américains ont pris le temps pour tout observer. Mais ce qu'il faut constater, c'est que derrière cette bataille judiciaire, il y a aussi les intérêts. Parce que les Américains n'ont jamais pardonné à la FIFA la non-attribution de la Coupe du Monde 2022, qui a été finalement offerte au Qatar. Au Qatar. Donc ça continue. Donc les Américains n'ont jamais pardonné. Donc c'est comme un règlement de compte. Oui, mais c'est normal. Et il faut reconnaître que la FIFA a toujours dit que nous sommes souverains, c'est non à l'ingérence des politiques, mais aujourd'hui, on a l'impression que les Américains veulent aussi contrôler la FIFA, parce que quand vous lisez un peu les choses, c'est comme si la FIFA échappe au contrôle des Américains. Donc maintenant, avec la procédure judiciaire qui est enclenchée, les Américains maintenant veulent prendre le contrôle, ou bien avoir aussi leurs yeux dans la gestion de la FIFA, surtout que nous, les puissants Américains, nous sommes candidats pour la Coupe du Monde 2022, puis vous avez dribblé, vous avez donné ça à un petit pays d'Asie. Les Américains n'ont jamais aimé ça. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de révélations. Sepp Blatter a dû déposer son mandat parce que les gens parlent de démission. Il n'a pas encore, moi je n'appelle pas ça démission. On ne peut pas démissionner, être encore aux affaires. Voilà. Donc, il y a eu un problème de compréhension à ce niveau parce qu'il avait dit en anglais I lay down my mandate, c'est-à-dire que je rends ou bien je dépose mon mandat. Donc, ce qui veut dire que on va se conformer aux dispositions aux statutaires de la FIFA et le prochain congrès de la FIFA ne peut se tenir qu'en décembre. Donc, s'il a effectivement démissionné, c'est le dinosaure africain qui devrait normalement être l'actuel patron de la FIFA. Je veux parler de Issa Hayatou. Donc, quand les gens parlent de démission, il y a quand même un abus de langage. Il a remis en cause son mandat, mais néanmoins, il est toujours aux affaires pour continuer, pour préparer le prochain congrès qui va peut-être être extraordinaire, qui va déboucher sur l'élection d'un nouveau président. Enfin, ce qui se passe au niveau de la FIFA plus d'une personne. On avait cru que c'est une institution qui est, comment on dit ça, indépendante. Mais aujourd'hui, on voit l'Amérique, particulièrement la CIA, qui descend toute cette institution en moins de quelques jours. Comment on interprète cela? Oui, vous savez, même dans une forêt, quand vous êtes un vrai carnassier, vous avez toujours quelqu'un au-dessus de vous pour vous rappeler à l'ordre. Et je crois qu'aujourd'hui, la FIFA a trouvé un garçon, comme on peut le dire. Moi, j'ai hâte de voir cette boîte de Pandore qui est ouverte là. J'ai hâte que ça arrive rapidement en Afrique. Parce que vous voyez le scandale que vous venez de nous présenter avec la main de Thierry Henry et autres. Moi, il y a eu plusieurs faits en Afrique. Je m'interroge. Quand vous prenez la demi-finale Tunisie, Guinée équatoriale, la façon dont ça s'est passé, ça sautait aux yeux, qu'on voulait récompenser quelqu'un parce qu'il a accepté la CAN, que le Maroc ça a été toujours ainsi pour cause d'Ebola. Et quand vous prenez même le Togo en Angola en 2010, juste après l'attaque, on a senti que les joueurs ne voulaient plus jouer et tout était prêt qu'on revienne au pays. Mais après, on a cru savoir que la CAF allait parler aux joueurs et finalement, ils étaient prêts à jouer. Et c'est plutôt les autorités togolaises qui ont pesé lourd pour qu'on ne joue pas et ça nous a valu des sanctions. Tout ça, c'est des éléments à élucider. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que puisque finalement, c'est ce qu'Hayatou brandissait, que l'État togolais s'est ingéré dans les affaires du foot parce que les joueurs étaient prêts
à poursuivre la compétition. Et donc ça voudrait dire que c'est l'État qui a obligé les joueurs. C'est une ingérence et ça nous a valu une sanction. Qu'est-ce qui a pu se passer et que les joueurs oublient tout de suite ce qu'on a eu comme mort et sont prêts à aller sur un terrain. Il y a tellement d'éléments qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, même si je n'approuve pas cette façon cavalière dont les Américains procèdent. Mais il le faut, il fallait quand même quelqu'un parce que personne n'aurait pu. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA, c'est puissant. Ça dépasse même les Nations Unies en termes de... L'argent qui circule dans le football, les Américains ne peuvent pas rester spectateurs, regarder ça et se contenter de leur basket ou alors de leur football américain là-bas. Et aujourd'hui, ils vont avoir leur œil là-dedans. Puis ça, en réalité, l'argent vient de chez eux. Les Coca-Cola, les grandes firmes, ça vient de chez eux. Ils ne peuvent pas... Et donc, c'est vraiment important. Mais au-delà de cette crise où on sent vraiment que c'est les éléphants qui se battent, maintenant, il faut chercher à voir quand on aura fini. Parce qu'on a compris qu'à un moment donné, cette Blatter s'est reposée sur nos fameuses fédérations pour vraiment prospérer. Bon, maintenant que le protecteur est tombé, quand sera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer au sein de nos fédérations? Surtout quand vous prenez le cas du Togo, on parle d'un Jérôme Balk également qui est éclaboussé, alors qu'on sait que c'est lui qui protège Antoine Folie également ici. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va requinquer le G? Ils sont combien là, 36 sous? Quelque chose comme ça. Est-ce que ça va les requinquer, que la crise va perdurer et tout cela? Mais vivement, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe dans ce monde parce que c'est vraiment la mafia. Je ne sais pas ce qu'on reproche aujourd'hui à nos fédérations. Quand on nous dit la FIFA va venir mettre de l'ordre, on comprend pourquoi il n'y a jamais eu ordre. Parce que il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu au niveau du football. Donc c'est pourquoi moi, parfois, quand ça ne va pas, il est normal que les politiques prennent leurs responsabilités, leur responsabilité, parce que quand il y a un match officiel entre le Togo et le Ghana, par exemple, on fait sortir les drapeaux, les couleurs des différents pays, des deux pays par exemple, on chante les hymnes des différents pays, mais quand il y a un problème, la CAF et la FIFA tout de suite on vous dit non, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans cette affaire, et puis tout de suite on prend des sanctions, on applique des sanctions contre des pays. La FIFA l'a fait. Jusqu'à présent, on a l'impression que le dinosaure africain est gagné. Dans les prochains jours, les Américains, le dinosaure africain, Issa Yatou, les Africains trouveront les enquêteurs américains trouveraient quelque chose pour le gêner un peu, parce qu'on a l'impression qu'il est tellement libre. C'est là le problème. Comme on l'a expliqué ici, l'Amérique ne fait rien sans intérêt. Et je crois que sinon, aucun intérêt avec la CAF, le dinosaure sera toujours à sa place. J'ai bien peur qu'il continue toujours par végéter dans l'impunité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout ne baisse le regard devant aucun chef d'État. Il est très puissant et puis bon, il a créé des conditions, des situations où même après son départ, celui qui viendra ne pourra même pas l'inquiéter. Et puis on dit même qu'il faut être membre du comité exécutif avant de postuler et tout ça là. Les gens finissent de jouer à 35 ans, ils sont au chômage, ils ne vont pas continuer par être des consultants ou des entraîneurs. Il faut également qu'ils aillent aux affaires, qu'ils dirigent la FIFA ou la CAF comme Platini le fait au niveau de l'UEFA. Mais il a bloqué tout ça là. Aujourd'hui, quand vous prenez sur le continent, il y a des têtes comme Abedi Pelé ou alors Joseph-Antoine Bell qui résonnent bien, qui peuvent quand même diriger la CAF, mais c'est resté dans les mains des hommes d'affaires et les anciens joueurs, après tout ce qu'ils ont donné, ils sont là, ils traînent et puis bon, on ne peut que les recruter seulement en tant qu'entraîneur. Oui, je ne sais pas. Normalement, quand le Sepp Blatter a remis en cause son mandat, on l'a posé une question intéressante à Yatou, s'il serait candidat à l'association de Blatter. Il avait dit que non, il est déjà élu, il est déjà âgé, il n'a plus les forces pour diriger la FIFA. Mais par contre, Sepp Blatter est plus vieux que lui, mais il a soutenu pour continuer avec la FIFA. Voilà. Il sait qu'à la CAF, il est un peu à la FIFA, il va aller à la FIFA, il va faire Merci chers invités pour la qualité de ces échanges. Merci à vous, Essasia Douvran. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Liberté. Merci également à vous, Fabrice Pétizi, directeur de publication du journal Le Libéral. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.